Oui, mesdames, messieurs, chers amis des archives diplomatiques, avant de céder la parole aux intervenants, je voudrais évoquer plusieurs et vous donner plusieurs informations et faire un appel. Les informations, c'est que, selon la tradition, l'association met à votre disposition des cartes de vœux reproduisant des gravures anciennes. Alors, je sais bien que les cartes de vœux ont perdu un peu de leur actualité, mais raison de plus pour les utiliser et les envoyer à tous ceux qui vous sont chers et ainsi faire la promotion des amis des archives diplomatiques, ce que naturellement nous apprécierons. Je voudrais également remercier de leur fidélité nos adhérents et les inciter naturellement à renouveler leur adhésion pour 2026. Nous aurons d'ailleurs un programme très riche au cours du premier trimestre avec notamment l'ambassadeur Philippe Etienne, qui a fait une brillante carrière et qui a terminé comme ambassadeur aux États-Unis, qui va publier incessamment ses mémoires et qui évoquera sa vie et sa carrière entre l'Europe et les États-Unis. Nous aurons ensuite un expert dans le domaine du renseignement, Cyril Gelipter, qui évoquera renseignement et politique au Moyen-Orient et il montrera comment une mauvaise évaluation de la part de nos amis américains de la situation en Irak a conduit à l'expédition désastreuse que vous connaissez. Voilà, je voudrais aussi vous dire que, en principe, compte tenu de l'importance des travaux qui vont se développer ici au Quai d'Orsay, nous ferons sans doute l'essentiel de nos conférences hors les murs, soit dans des mairies comme le 15e arrondissement ou le 6e arrondissement, soit dans d'autres lieux qui nous restent à découvrir. Voilà. Je voudrais saluer nos trois intervenants en vous disant que la conférence qui a lieu aujourd'hui est, je dirais, dans la base de réflexion et la correspondance entre Alexis Léger et Philippe Berthelot, qui vient de paraître. Cette conférence a un caractère tout à fait particulier. Et elle se tiendra d'ailleurs en présence de la secrétaire générale qui va nous rejoindre prochainement, bientôt. Elle se tient tout d'abord dans ce salon des Beauvais, ainsi appelé en raison de ces très belles tapisseries qui viennent de la manufacture de Beauvais. Salon qui est à l'aplomb du bureau du ministre. Voilà, donc ne tapez pas des pieds pour ne pas gêner le ministre si le ministre est là. Elle se tient dans un lieu qui est finalement tout proche de celui où les personnalités évoquées, que vous allez évoquer, ont vécu, travaillé et ont été confrontées pendant leur carrière à des moments historiques. Je ne dirais pas que leur ombre hante encore le salon des Beauvais, mais c'est certainement un lieu où ils sont passés et où ils ont connu cette période de l'entre-deux-guerres particulièrement difficile. Cette conférence donc évoque deux personnalités de premier plan qui ont joué un rôle diplomatique majeur dans l'entre-deux-guerres. Philippe Berthelot de 1920 à 1933, Alexis Léger de 1933 à mai 1940. Deux hommes de caractère brillants qui ont terminé une carrière avec, pour des raisons différentes, une certaine amertume, de fortes personnalités de culture avec de nombreuses amitiés littéraires, dont certaines étaient communes, comme celle de Paul Claudel. Deux hommes de générations différentes, confrontés à des choix diplomatiques essentiels, observateurs et acteurs d'une période difficile, la lecture de leur correspondance ne peut être que très intéressante et très stimulante. Je cède la parole aux trois intervenants. D'abord à Pierre Morel,
ancien conseiller diplomatique du président Mitterrand, ambassadeur à Pékin, à Moscou, au Saint-Siège. Ensuite, Henriette Lavalin, Henriette de Villain, professeur émérite à la Sorbonne, auteur de nombreux ouvrages, notamment une biographie de Saint John Perse. Et enfin, Isabelle Davion, maîtresse de conférences à Sorbonne, spécialiste d'histoire diplomatique, chercheuse associée au service historique de la défense et qui a fait beaucoup de recherches sur les 2 guerres mondiales. Voilà. Pierre, je te cède la parole. Merci, mon cher Denis, Monsieur le Président de l'Association des Amis des Archives diplomatiques. Nous sommes évidemment très touchés que, grâce à la bienveillance du ministre et au choix et à l'accord de Madame la Secrétaire Générale, nous ayons bénéficié de ce lieu effectivement exceptionnel du Salon des Beauvais, qui se trouve, et nous avons pratiqué, mon cher Denis, ces réunions au besoin dans la chambre du roi de ce côté-ci, voire rencontrer des collègues qui étaient installés dans la chambre de la reine, de part et d'autre, puisque c'était le lieu de résidence des personnalités étrangères pour le premier étage hôtel de ministre en cas de grande visite d'État. Donc nous sommes vraiment au cœur de cette maison, et pour un événement comme celui-là, comme tu viens de le rappeler, ce sont 2 personnalités qui ont hanté quand même ces lieux pendant tout l'entre-deux-guerres. Et il faut aussi se souvenir que 2025, c'est le centenaire de Locarno, dans lequel ils étaient pleinement engagés. La photo qu'il y ait en couverture de ce livre les représente tous les 2 à Locarno, entre 2 réunions de la conférence. Et en dessous, nous avons le salon de l'horloge où fut signé le pacte Briand-Kellogg, 27 août 1928. Donc, je pense qu'il y a là une cohérence, il y a un sens à cette démarche. Mon propos était 2 remerciements, et pour expliquer le choix que nous avons fait de la séquence, c'est-à-dire d'entrer dans l'ordre de notre propre présentation de cette correspondance, qui avait besoin d'être éclairée, de savoir le comment et le pourquoi de cette sortie un peu inattendue et quand même précieuse pour l'histoire de cette correspondance. Henriette Le Villain va expliquer le comment et le pourquoi de l'émergence de cette correspondance, qui était pour l'essentiel inconnue, très partiellement utilisée, et donc tout le travail que cela impliquait et la possibilité pour la Fondation Saint John Perse. Nous sommes administrateurs, elle et moi, de cette fondation, parmi d'autres personnalités. Et ensuite, après l'origine de cette édition, j'essaierai de couvrir la partie du titre que nous avons utilisé, de l'intime à l'international. J'essaierai de couvrir plutôt la partie intime, et l'international, qui doit avoir la meilleure part, sera assuré par Isabelle Davion. Voilà un peu la séquence que nous proposons pour l'heure qui suit. Et donc, Madame Anne-Marie Descôtes, nous rejoignant depuis Nantes, autre pôle des affaires étrangères, conclura nos interventions. Merci. Bon, merci beaucoup à tous ceux qui sont là. Je dirais que c'est pour nous évidemment un grand honneur de voir une belle salle comme celle-ci remplie parmi ces personnes, de personnes que je connais déjà bien et qui, je crois, apprécient Saint John Perse. Sinon, Alexis Léger, ça c'est une autre affaire. Alors, d'où écrivez-vous? D'où parlez-vous? C'est une question qu'actuellement on entend souvent poser. Il faut légitimer sa parole, il faut légitimer ses écrits. Alors je commencerai par dire que je suis la plus illégitime de ce trio, puisque je ne suis ni diplomate, ni historienne. Je suis venue de Saint John Perse à Saint John Perse, et si j'ai fait une excursion sur Alexis Léger ou chez Alexis Léger, c'était parce que j'avais à côté de moi un mari qui était historien et qui contrôlait, qui corrigeait ce que je pouvais écrire, quelquefois de tout à fait inadapté. Donc je me présente plutôt comme une persienne, comme l'on dit, que évidemment comme une légérienne, je ne sais pas, ou une égérie, ben non,
Non, ça ne va pas. Donc, je me présente plutôt comme une Persienne. Et en outre, je suis venue à Saint-Jean-de-Perse avant même l'édition de la Pléiade, 1972, avant même donc que le nom d'Alexis Léger devienne véritablement chose publique, puisque je n'avais sous les yeux que les deux merveilleuses éditions, les deux merveilleux volumes de l'édition Gallimard, après le Nobel, qui ont été publiés donc en 60, de l'autre siècle, hein, bien sûr. Et donc, celles-ci, elles étaient magnifiques. C'était la calligraphie anglaise, l'écriture même de Saint-Jean-de-Perse, c'est d'ailleurs lui qui l'avait imposée. Il y avait des grandes pages toutes blanches sur les bords. En plus, il n'y avait pas de notes en bas de page, pas de bibliographie, pas d'explication, pas de biographie. C'était le texte pour lui-même. Or, à l'époque où je voulais absolument travailler sur Saint-Jean-de-Perse, c'est-à-dire à l'université, un poète ou un écrivain vivant n'était pas considéré comme un écrivain sur lequel on travaillait. Donc, ce fut très difficile de trouver un professeur qui accepte de diriger évidemment des travaux. Et cela avait une autre difficulté, c'est que, évidemment, on n'avait pas encore un appareil critique pour travailler sur Saint-Jean-de-Perse. Mais c'était aussi l'époque où, à l'université, on vous disait surtout, ne vous occupez pas de la biographie de l'auteur. C'est évidemment une erreur, une grave erreur d'interprétation que de surplomber un écrit, surtout lorsqu'il est un poème, d'une biographie. Donc, évidemment, le terrain était très libre, mais aussi c'était assez, je dirais, aventureux de travailler sur Saint-Jean-de-Perse. Puis est venu 1972, après le Nobel, bien après, l'édition de la Pléiade, voulue par Gallimard et évidemment acceptée avec grand honneur et grande joie par Alexis Léger. Et je dirais que ce tournant est un tournant extrêmement important, puisque le public a pu à ce moment-là savoir que Saint-Jean-de-Perse, c'était Alexis Léger. Je dirais que c'était bien entendu connu avant, mais dans un milieu diplomatique, qui était un corps diplomatique assez serré, et on n'en parlait pas beaucoup à l'extérieur. La Pléiade a été un moment capital, qui d'ailleurs a été, par certains côtés, fâcheux pour Saint-Jean-de-Perse. Saint-Jean-de-Perse a cru naïvement que son œuvre poétique pourrait constituer une Pléiade. Donc, il a foncé en disant, bien sûr, à Gaston Gallimard, j'accepte avec joie. Mais Gaston Gallimard, quand il a vu arriver l'œuvre qui devait donc constituer la Pléiade, a dit, mais non, c'est beaucoup trop mince, ça ne correspond absolument pas au protocole d'une Pléiade. Donc, il a fallu étoffer. Et on a augmenté le petit volume correspondant à ses œuvres, car finalement, ce n'est pas une énorme œuvre. Hein. On l'a étoffé de documents, on l'a étoffé d'une biographie, on l'a étoffé de notes critiques, on l'a étoffé de beaucoup de choses. Le seul problème, c'est que Saint-Jean-de-Perse n'était pas content et a dit, en revanche, c'est moi qui serai le maître d'œuvre, et le seul. Ce fut des années très, très lourdes pour lui, parce qu'il était déjà fatigué et quand même, il avait 70 ans au moins, et certainement, je dirais, fâcheuse, consternante, parce que, comme il l'a dit très bien dans un poème nocturne, ce n'était pas ce qu'il voulait. Et donc, ce moment-là, qui a été le tournant, qui a permis de connaître Saint-Jean-de-Perse, a été celui où il a étoffé cette édition de correspondance. Et ne voilà-t-il pas que, retrouvant des correspondances non sans mal d'ailleurs, celle de Jacques Rivière est une épopée par exemple, il s'est mis à vouloir corriger, augmenter, supprimer, censurer. Dans l'édition de la Pléiade que nous avons maintenant, 1972, mais la seconde 1982, avec 2 poèmes ajoutés,
nous avons 2 chapitres de correspondance au début, enfin au milieu plutôt. Le premier, c'est Lettres de jeunesse, et le second, c'est Lettres d'Asie. Et en ouverture, il y a une lettre à Philippe Berthelot. Une lettre à Philippe Berthelot, très longue, très intéressante. Vous lirez le commentaire, je dirais, intelligent qu'en fait Pierre Morel. Et ne voilà-t-il pas que les historiens, les diplomates, lorsqu'ils lisent attentivement cette lettre, découvrent qu'il y a un anachronisme troublant. Donc, conclusion, Saint-Jean de Perse nous raconte des balivernes. Il ne peut pas avoir pensé ceci, je garde le secret quand même, à l'époque où il écrit en 17. Et ne voilà-t-il pas qu'on commence à lire tout le reste pour découvrir que la biographie n'était pas une chronologie, mais une biographie rêvée, que beaucoup de correspondances étaient évidemment réécrites ou carrément écrites, dont en particulier la correspondance à sa mère, qui a été très bien étudiée de ce point de vue-là par Catherine Maillot. Et court je dirais la rumeur, pas seulement dans les couloirs du Quai d'Orsay, qui ont l'habitude de connaître pas mal de rumeurs, que c'est un faussaire et que non seulement il n'avait pas évidemment beaucoup d'amis dans le milieu diplomatique, mais que là, carrément, c'était vraiment un outrage. Donc la légende ou je dirais la tradition autour de Saint-Jean de Perse et autour d'Alexis Léger, elle est évidemment très complexe, très complexe. Pourquoi n'y avait-il eu qu'une seule lettre, se sont posés évidemment les historiens et les diplomates, alors qu'il y avait une longue amitié entre Berthelot, qui avait 20 ans de plus que Léger, et Léger. Par exemple, c'est Berthelot qui envoie Léger en Chine. C'est Berthelot qui fait rencontrer à Briand, Alexis Léger. Il est donc une personnalité essentielle dans la carrière, évidemment, de Saint-Jean de Perse. Donc pourquoi une seule lettre? On en a conclu qu'il y avait entre les deux certainement une animosité. Pourquoi pas d'ailleurs une brouille? Et la rumeur a couru, je dirais, accréditée par l'ayant droit Berthelot, qui conservait très précieusement, mais aussi un peu parcimonieusement ses lettres, que certainement Saint-Jean de Perse, ou Alexis Léger, avait eu un rôle très fâcheux dans la relation triangulaire Briand, Berthelot, Alexis Léger. Et on s'est dit que vraiment, pour parler vulgairement, il avait fait la peau de Berthelot en prenant sa place comme secrétaire général. Ces lettres ont été vraiment, je trouve, un trésor pour non pas réhabiliter Alexis Léger, je dirais que ça c'est un autre travail, mais pour réhabiliter l'amitié entre Berthelot et Léger. Parce que ces lettres sont d'abord intégrales, c'est l'intégralité des lettres, et il y en a, alors comme je ne vais pas lire mon papier, je crois qu'il y en a 16 de Alexis Léger à Berthelot, mais il y a aussi des lettres de Berthelot à Léger qu'on ne connaissait pas du tout, et des lettres qui correspondent en plus à des dates critiques, qui sont les dates de 1933, qui sont celles de l'année qui a précédé la mort de Berthelot. Donc s'il y avait eu vraiment brouille, est-ce qu'à cette époque-là, Berthelot aurait envoyé des lettres qui sont courtes, petites, certes, mais qui sont tout de même la preuve d'une amitié durable? Il y avait des lettres aussi à Hélène Berthelot, que l'on n'avait pas encore publiées, qui sont sublimes, parce que Léger, vous allez le dire mieux que moi, est un homme à femme. Il sait écrire à des femmes, et il a aimé, c'est tout, chastement, je suis sûre, Hélène Berthelot, avec laquelle il se
à laquelle il se confie d'une façon qui est vraiment très, très, très émouvante. Et puis, il y avait une lettre un peu bizarre, une lettre signée Lisbeth, avec une couronne princière qu'il a fallu décrypter, déchiffrer et découvrir que c'était effectivement une princesse Bibesco, née Asquith, qui évoque une rumeur, à l'époque, en 27, une rumeur de quelque chose qui se passe entre Léger et Saint-Jean-de-Père, et Léger, pardon, et Berthelot. Il faut savoir qu'ils aimaient les mêmes femmes à tout point de vue. Bon. Donc ces lettres sont pour moi évidemment une nouveauté, une originalité et une manière peut-être de rectifier la version noire de cette relation entre Léger et Berthelot. Je vous le disais, je n'ai aucune légitimité, donc je m'arrête sur ce sujet-là. Par contre, le seul travail que j'ai pu faire, c'est d'être une courroie de transmission entre un lot précieux, qui est celui des autographes de Berthelot, de Léger et évidemment de cette dite Lisbeth, et la Fondation Saint-Jean-de-Perse, qui les a installés dans des coffres-forts qui sont, je crois, plus sécurisés que ceux du Louvre. Donc, il n'y a rien à craindre. Donc, cette courroie de transmission, elle s'est faite, et ce sera la fin de ce message, par des personnes qui ont chacune, à leur tour, joué un rôle capital dans la circulation de ces lettres. La première personne, c'est, je crois qu'il est là, François. Oui, François est là. Qui, lui, membre de la Fondation Saint-Jean-de-Perse, comme les Pierre Morel, grand bibliophile, a su que ce lot était à vendre et sur un document, un catalogue de Julien Paganetti, qui n'est peut-être pas là, qui est un bibliothécaire qui réunit des autographes précieuses qui sont des autographes dans une bibliothèque de Lyon et qui avait reçu et mis en vente ce lot. Et car dans ce lot, il y a, outre la correspondance, il y a aussi un très joli petit cahier Karen Branson. Donc, ce lot était à vendre, n'était pas bon marché. Il fallait donc l'acheter absolument pour le mettre à la Fondation Saint-Jean-de-Perse. Ce donc que je remercie en troisième lieu, ce sont non seulement les membres de la Fondation qui sont ici, mais les amis de la Société, des amis de la Fondation, qui ont rempli la tirelire avec beaucoup, beaucoup de générosité et qui ont permis que l'on achète évidemment ceci. Après, il a fallu évidemment en faire une version électronique. Donc je remercie Jacques Marly, qui a été extrêmement efficace. Ce n'était pas facile de passer de cette belle calligraphie, même si elle était lisible, à ces petites graphies très indéchiffrables de Berthelot, qui écrit, c'est pire qu'un médecin, qui écrit vraiment, on n'arrive pas à lire, c'est une écriture de chat, bon, et qui a donc fait cette saisie, non sans mal, parce qu'évidemment, entre eux, comme ils étaient, quand il était en Chine, ils étaient intimes, il n'avait pas besoin de donner les noms des personnes avec lesquelles il travaillait, c'était que des initiales. Il fallait donc évidemment déchiffrer tout cela. Les dernières personnes que je remercie après cet ensemble de personnes, c'est évidemment ceux qui nous reçoivent. Nous avons beaucoup de chance et je suis sûre que nous pourrons ensemble passer un moment agréable où nous pourrons converser, puisqu'il ne s'agit pas simplement qu'on vous
envoie des conférences, mais que nous puissions converser. Donc je passe la parole avec plaisir à Merci Henriette, Madame la secrétaire générale. Merci de nous rejoindre à la fin d'une journée qui vous a conduit jusqu'à Nantes et retour. Nous sommes très heureux de votre présence et nous vous remercions, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, du fait que vous ayez facilité cette occasion dans ces lieux historiques. J'entre dans le thème de l'intime que j'annonçais avant la partie internationale qu'assurera Isabelle. Pour camper le décor, parce que c'est une histoire très complexe et très longue, nous partons donc de cette première rencontre de Berthelot et de Léger, du jeune Léger qui entre dans cette maison, au département, comme on dit, par la protection de Berthelot. Il passe le concours, il a été recommandé par 2 poètes. L'un s'appelle Paul Claudel, qui est déjà un grand protégé de Berthelot. Si Claudel avait mené sa carrière sans Berthelot, il n'aurait pas continué longtemps dans la maison, il n'aurait sûrement pas fait la carrière qu'il a faite, parce que c'était un personnage pas facile au regard des critères de la maison. Et Berthelot a été son grand protecteur. Mais Berthelot n'était pas simplement le protecteur de Claudel qu'il avait introduit et poussé vers le concours. Ils s'étaient rencontrés à Orthez, chez Francis Germe. Et donc ce sont eux deux qui ont poussé le jeune Alexis Léger vers le concours. Mais après l'entrée et cette première facilitation, qui est évoquée par une brève lettre en ouverture de Berthelot pour informer du résultat du concours, Berthelot récupère, alors qu'il est un personnage clé déjà au département pendant la guerre, il le récupère dans ce qu'on appelle la Maison de la Presse, qui était installée rue François Ier. Et on peut dire que la Maison de la Presse est un premier exemple d'un outil d'influence, de puissance d'influence extraordinaire. Berthelot, avec génie, il faut le dire, lance, par rapport à toute l'entreprise terrible de la guerre, un travail d'information et de travail sur les opinions en direction des pays neutres ou des pays qui penchent en faveur des puissances de l'Axe. Et donc, il a un pôle d'observation pour vérifier l'évolution de tous ces pays et voir comment agir et envoyer la personne idoine pour retourner, travailler l'opinion, etc. Et il a comme ça une équipe de jeunes gens brillants qu'il a déjà récupérés, qui font partie de cette équipe. C'est admirablement raconté dans le journal d'un attaché d'ambassade de Paul Morand. Je ne peux pas m'empêcher de citer le commentaire ironique de Paul Morand quand il voit passer le général, à l'époque, Joffre, et il dit « Le grand derrière du général Joffre a quelque chose de rassurant ». Je cite cela pour vous dire le ton avec lequel Paul Morand raconte le travail de cette pépinière. Il y a aussi Jean Giraudoux, qui va en tirer un peu plus tard, avec le développement de la rivalité entre Poincaré et Briand, Bella, délicieux, et où l'on voit l'émergence d'un Philippe Philippe Dubardeau, épris d'une très belle veuve, Bella Rebandard, et c'est la rivalité Berthelot-Poincaré. Donc le décor est campé, et c'est comme ça qu'est formé, dans un premier temps, avant de partir vers la Chine, qui est pour Berthelot une nécessité pour un jeune agent. Il part en Chine donc en 1916, et donc vous verrez dans la correspondance, il y a d'abord la première lettre d'arrivée à Shanghai, assez classique, admirablement écrite, de la meilleure forme manuscrite, et elle est heureusement reproduite, puis cette fameuse lettre qui est conçue pour ouvrir en quelque sorte le temps chinois dans l'édition de la correspondance de la Pléiade, lettre recomposée qui tire sûrement des éléments de ses souvenirs avec des références et des notes qu'il a rassemblées, mais c'est une lettre a posteriori, très clairement, où apparaît la fameuse formule du communisme léniniste. Et ça, évidemment, ça a été la formule sur laquelle a trébuché Alexis Léger au moment de l'édition de cette Pléiade, parce que le terme de communiste léniniste, la lettre est d'avril 1917, si je me souviens bien. La révolution, quand même, a commencé. Donc, rétrospectivement, on voit que, au fond, Léger a pu se dire ça y est, on y est déjà. Non, Lénine
n'arrive vraiment qu'à un moment de la Révolution. Mais j'avance l'argument qu'à l'époque, Lénine est sûrement déjà connu et repéré. Et il est même très connu et repéré quand on est à la Maison de la Presse. Donc en 1915, entre la conférence de Zimmerwald du socialisme international et la conférence de Kiental qui va suivre en 1917 et 1915 et 1916, pardon, qui pousse au refus de la guerre, à la paix à tout prix, de la part du mouvement socialiste international, Lénine est le plus virulent. Il faut la paix pour assurer la révolution. Bref, en 1915 et 1916, il a déjà affiché le programme qui va se réaliser à la fin de l'année 1917 en Russie. Donc, on peut dire qu'évidemment, c'est rétrospectif, mais ça n'est pas incohérent, surtout de la part d'un jeune agent qui a passé son temps à traquer tous ceux qui pouvaient aller à l'encontre des puissances alliées dans le déroulement de la guerre. Donc, on a dit et redit, effectivement, que cette lettre est recomposée. Je crois qu'elle joue un rôle aussi pour Léger, comme une sorte de portique d'ouverture sur sa période chinoise. Elle est très travaillée, elle se veut visionnaire, elle se veut dégagée, elle annonce un communisme paysan, tout ça est largement recomposé. Mais je pense que c'est chez Léger, dans son grand âge, une volonté de dire que j'ai été là au départ, au début, je l'ai vu, j'y ai assisté et à ma façon, j'ai essayé de représenter ce qui était en train de se passer en Chine. Mais le point clé, et c'est ce qui va rapidement me faire parcourir pour vous sous un angle un peu inattendu, l'intime, la dimension que je crois déterminante dans cette correspondance pour comprendre la relation, c'est le rôle des femmes, et qui est absolument extraordinaire. Et c'est pour ça qu'il faut bien noter que c'est la correspondance avec Léger, avec Philippe et Hélène Berthelot. Vous l'avez déjà évoqué, elle a joué un rôle déterminant. Et elle joue un rôle déterminant au début, à propos d'un drame. Et cette lettre magnifique d'Alexis Léger à Hélène Berthelot, du 9 septembre 1917, où il avoue, et Dieu sait si Léger était un homme retenu, gardé, à quel point, puisque même poète, il ne voulait pas que l'on sache qu'il était poète quand il était dans cette maison, etc., etc., eh bien, il avoue que celle qui a été sa quasi-fiancée et qui l'a éconduite après lui avoir laissé espérer un aboutissement, en rentrant d'un voyage en Inde, s'est suicidé en apprenant qu'il était parti en Chine. Et c'est la vraie raison de son départ en Chine, et c'est l'effondrement. Pour vous donner juste un extrait, il l'écrit à Hélène Berthelot. Le cri de notre honte sous l'effroyable aridité de notre cœur d'homme. Que Léger écrive ça à Hélène Berthelot donne idée déjà de la relation et qui a été nouée auparavant dans ces années de formation. Parce que Berthelot et Hélène recevaient ces jeunes diplomates qu'ils accueillaient dans le cercle de la Maison de la Presse, dans un salon brillant, rempli d'objets chinois tirés de leur voyage de 1902 en 1904, où ils ont découvert Claudel et ils ont découvert la Chine grâce à Claudel. Eh bien, dans ce monde-là, Philippe et Hélène suivent les amours de ces jeunes gens, les accompagnent, savent très bien qu'ils fréquentent, et Dieu sait si Philippe Berthelot, qui connaît tout le monde, sait de quel côté vont leurs amours ou leurs fréquentations, voire leurs rivalités amoureuses, sans doute dès cette époque, parce que le flamboyant Berthelot regardait dans toutes les directions des arts, de la politique et autres. Et donc, là, on a Léger en vrai, qui dit son drame, qui le dit à Hélène, et en sachant bien que Hélène va faire comprendre à Philippe Berthelot pourquoi il est parti très vite vers la Chine, ce que pouvait approuver Berthelot. Et Berthelot est assez mécontent de voir ce jeune homme décider par lui-même au lieu d'attendre que le chef le pousse au moment qu'il jugerait approprié. Donc là, tout de suite, on a une tonalité, un drame, un suicide qui va marquer toutes les années qui suivent. Après, la correspondance devient assez d'un solitaire, à la fois qui parle de ses expériences et découvertes, et de ses frustrations, et de cette hantise qu'il a de retomber dans le corps consulaire. Bon, c'est l'époque des concours d'autrefois. Mais voilà donc un décor planté par l'intermédiaire d'Hélène, qui l'écoute
et à l'égard de laquelle il aura toute la vie une très grande affection, pour ne pas dire plus. La deuxième lettre est étrange. C'est une lettre courte, mondaine, que je voulais relever à propos de la venue, toujours pour Hélène, de la générale Dan Pao Chao. La générale Dan Pao Chao est fille d'un ministre de l'Empire Qing, Mandchou, qui est devenue, en quelque sorte, maîtresse des cérémonies de la présidence de la jeune République chinoise. Et c'est aussi une dame très, très élégante, lettrée, qui a été éduquée en France. Sa mère, en fait, est américaine. Son père a été en fonction à Paris. Son mari, à ce moment-là, est en France et fait partie de la délégation chinoise à la conférence de la paix. Et cette lettre est du 12 mai 1919. Je relève la date parce que c'est quand même extraordinaire. D'abord, la générale est à ce moment-là la maîtresse de Léger. Le général, lui, est à Paris, mais elle va rejoindre son mari et il la recommande à Hélène Berthelot. Il la recommandera à sa mère. Enfin, il l'a décrit. Elle a été élevée en France. C'est une dame qui a tous les mérites, toutes les qualités. Elle joue un rôle important au sein de la jeune République chinoise. Elle est porteuse de la mémoire de la dynastie des Qing dans la Nouvelle République. Bref, il est plein d'éloges et de recommandations. Mais ce qui est extraordinaire dans cette lettre, c'est qu'il écrit cela au moment même où le refus des Alliés d'accorder à la Chine le retour des territoires chinois qui étaient contrôlés par l'Allemagne pour les laisser au Japon va déclencher un mouvement historique majeur qui est le mouvement du 4 mai 1919, d'où procède la Chine moderne, tout simplement. Alors, ceci relève encore, on est dans l'événement, mais ce que je trouve étonnant, c'est que, il recommande sa belle amie à Paris, le général rejoint la délégation, mais entre-temps, le choc est arrivé du refus. La délégation chinoise va refuser de signer le traité de Versailles et va rentrer avec le sentiment d'une humiliation. La face de la Chine a été atteinte. Et donc, on a une sorte d'interaction entre un élément de vœu et d'accompagnement d'une personnalité chinoise et le contre-coup majeur qui marque le début de la Chine contemporaine, puisque le Parti communiste chinois est créé en 1921. Mais ce mouvement du 4 mai est encore célébré aujourd'hui dans la mémoire chinoise, aussi bien à Pékin qu'à Taïwan. Donc voilà une deuxième lettre avec cette générale qui se retrouve en quelque sorte à un croisement historique, bien malgré elle, mais un concours étrange. Troisième, et là je retrouve ce que vous avez évoqué, je l'évoque rapidement, Henriette, c'est la fameuse Lisbeth, princesse Antoine Bibesco, fille de Lord Asquith, qui a été Premier ministre de Grande-Bretagne pendant tout le début de la guerre, jusqu'en 1916, si je me souviens bien. Et donc, la meilleure naissance et les meilleures conditions. Elle a été élevée en France, elle est bilingue, et puis ensuite, elle va suivre son mari, elle sera un moment en poste à Madrid, aux États-Unis, et Bibesco est un ami de Proust. Du coup, Elisabeth Asquith, Bibesco devient amie de Proust, qui lui trouve un visage de Madone italienne. Elle a rencontré José Antonio Primo de Rivera à Madrid, qui était éperdument admiratif, mais qui l'appelle ma princesse rouge, peu avant de partir en prison avec le début de la guerre civile. Bref, un personnage. Et cette Lisbeth est une grande amie des deux personnages, Berthelot et Léger, et écrit à Berthelot, je veux savoir si vraiment, comme on me le dit, Léger s'est mal conduit. Cette lettre est là. On ne sait pas ni ce qui a précédé, ni ce qui a suivi, mais enfin, elle signe en écrivant à Berthelot « La féerique qui vous embrasse ». Bon, donc on est quand même dans une relation extrêmement proche, pour ne pas dire intime, et une amie, voire plus, partagée entre ces deux personnages. Point d'interrogation. Mais ce qui est quand même à noter, c'est que dans la séquence de cette correspondance, où il n'y a que des lettres de l'un à l'autre, de l'une à l'autre, etc., il y a aussi cette lettre qui est en forme de point d'interrogation, mais qui montre à quel point
Lisbeth, Elisabeth Bibesco, était à la fois proche de Philippe Berthelot et de Léger, et se proclamait l'ami des deux, et disait à Berthelot son étonnement et son besoin de savoir. Elle lui dit « Ne me l'écrivez pas, je veux vous voir pour savoir ». Donc on est là vraiment, pour poursuivre le thème, on est dans l'intime. À noter à ce propos que dans la même année 1927, encore une lettre un peu mystérieuse, Léger écrit de nouveau à Hélène et dit « Je suis de nouveau dans un drame sur ma vie qui en a déjà tant charrié ». Là aussi, on n'en sait pas plus, mais comme par hasard, encore une fois, Hélène est la confidente d'une secousse personnelle qu'on ne peut pas vraiment situer, mais qui laisse le brillant Alexis Léger, directeur politique, chef de cabinet de Briand tout en même temps, dans un désarroi qu'il a besoin de confier à Hélène Berthelot. Ensuite, dans la même année 27, apparaît Mélanie de Villemorin. Mélanie de Villemorin, personnage de la vie mondaine parisienne, veuve de Philippe de Villemorin qui est mort à la fin de la guerre, lui-même grand botaniste, elle devient grande botaniste, assure la poursuite de la vie de la maison, c'est la mère de Louise de Villemorin, je ne prolonge pas, et qui est à ce moment-là, quasiment en 1927, on le voit dans la correspondance, la compagne d'Alexis Léger, qui l'accompagne dans ses vacances. Elle a, à partir de 1930, elle obtient une location du Fort du Taureau à Morlaix. Enfin, c'est un personnage, elle accueille du beau monde. Mais là, dans ses escapades d'un Léger saturé, écrasé de travail, le besoin de prendre l'air et la distance l'amène à quitter Paris, en général vers la Bretagne. Il tombe malade, c'est Mélanie qui écrit à Berthelot pour donner des nouvelles et d'une maladie sérieuse qui l'empêche de rentrer, d'où les scrupules des messages et des lettres de Léger à Berthelot. Et puis ensuite, c'est Léger qui écrit. Maintenant, c'est Mélanie qui est malade, qui est gravement malade. Elle n'est pas transportable, elle ne peut pas aller à Paris. Tout ça se passe entre les Berthelot, Hélène ou Philippe, et Léger et Mel, comme elle signe toujours dans ses lettres. Ensuite, on en arrive, et j'en termine ainsi, avec l'année terrible 1932, parce qu'on est d'abord, le premier tournant, c'est en juin 1932, une crise cardiaque majeure de Philippe Berthelot dans son bureau. Et là, il a mené une vie à grande guide. Il est gravement atteint. C'est une secousse très lourde qui l'oblige à arrêter immédiatement son travail et il va prendre du repos. Et donc, il va y avoir une correspondance. Léger se veut rassurant. Votre bureau vous attend. On a besoin de vous. Enfin, c'est chaleureux, je dirais, pour le rassurer et l'aider à se rétablir. Il va se rétablir, mais arrive le choc le plus terrible, qui est le 8 août 1932. Victor Point se suicide à Aguet. Et là, il faut un petit détour. Victor Point, c'est à l'époque quelqu'un d'assez célèbre. Il a reçu la Légion d'honneur, il n'a pas 30 ans, parce qu'il a été le co-dirigeant, le co-animateur de la fameuse croisière jaune Citroën entre Beyrouth et Pékin, avec la traversée du Pamir. Victor Point, lieutenant de vaisseau, dirige le groupe Chine qui va partir de Pékin avec ses fameuses autochenilles Citroën qui vont repartir en direction du centre de la Chine, l'Asie centrale, pendant que Hart, le chef principal et meneur, concepteur de l'expédition, va lui traverser l'Afghanistan, le Pamir, et rejoindre le Xinjiang. Et là, il est auréolé de ce succès. Ça a été une affaire très dure, très lourde, mais absolument spectaculaire. Quand l'expédition finalement arrive à l'ambassade à Pékin, c'est l'accueil avec les honneurs. Toute la communauté française et internationale est présente. C'est un exploit. Hart, épuisé, va mourir quelques jours après, si bien que tout le retour ne va pas pouvoir se produire comme prévu par l'Indochine et l'Inde. Mais Victor Point rentre et il a une grande passion pour Alice Cossea, actrice très célèbre à l'époque, d'ailleurs d'origine roumaine, mais il a été plus ou moins fiancé avec une fille de Claudel. Comme par hasard, on retrouve tout ce cercle, Berthelot, Claudel, Léger, etc.
Et là, il retourne vers Alice Cossea, qui a trouvé une compagnie plus assidue, et il lui demande une dernière fois, lors d'une sortie en mer, il lui propose de sortir en mer, de renoncer à cette passade pour revenir à son amour absolu. Elle décline, et il se tue dans la barque, devant un gué. Effondrement complet de Berthelot, car, en fait, sans avoir été jamais assumé, le fait est connu très largement que Victor Point est en fait le fils de Philippe Berthelot. Et je n'entre pas dans les détails. On dit quelquefois qu'il est le fils d'Hélène. Il n'est pas le fils d'Hélène. Mais là, c'est l'effondrement et Berthelot ne s'en remettra pas. Voilà le dernier point, le triste point de cette fin, d'une correspondance qui commence par un suicide et s'achève par un suicide. Mais là, Berthelot lui écrit « Vous pouvez comprendre. Votre lettre, Berthelot a écrit immédiatement, votre lettre m'a dit, m'a touché, mais vous pouvez comprendre ce qui m'arrive. » Voilà, j'en reste là pour évoquer cette dimension intime, mais il faut de l'international grâce à Isabelle. Pardon, je suis laissé Alors, je vous propose de commencer en écoutant la voix des deux hommes. Voilà, si j'arrive à retrouver. Voilà. Alors, Alexis Léger à Philippe Berthelot, Pékin, le 16 décembre 1919. Cher ami, la presse locale a annoncé coup sur coup votre promotion dans la Légion d'honneur, votre nomination au comité de coordination, votre voyage à Londres et votre participation personnelle à beaucoup d'autres choses. Vous arrêtez moins à ces choses que vos amis ne le font pour vous. Permettez-moi pourtant de vous adresser d'affectueuses félicitations, puisque ce sont là d'heureuses nouvelles qui me parviennent de vous et les signes certains d'une force croissante entre vos mains. Je sais que vous poursuivez cette force dans sa réalité vivante, non dans les titres qu'elle vous confère. Je sais que l'exercice de cette force vous plaît plus en lui-même que tout ce qui peut en résulter pour vous. Mais je sais aussi que l'emploi de cette force anime tout ce qui vous entoure et tient de vous, qu'elle porte équitablement hommes et choses à plus d'audace, de sélection et de bonheur d'expression. Exigence, comme en art. C'est votre bonté à vous d'aider les gens à vouloir plus pour les aider à rechercher autre chose qu'eux-mêmes. Et justement, je vais reprendre quelques mots de la lettre du 15 août 1932, Philippe Berthelot à Alexis Léger. Mon cher ami, votre lettre nous fait du bien. Vous, soulignez, pouvez comprendre la profondeur de notre douleur. Rapprochons-nous, oublions qu'on était parvenus presque à nous séparer. Revenons à notre passé de si longue amitié et travaillons ensemble en toute confiance. Votre ami Philippe B. Alors, moi, dans je me suis fait un petit plan, vous inquiétez pas, je ne vais pas tout lire, mais dans cette correspondance, lorsque Henriette Levillain m'a proposé d'éditer ces textes, et je la remercie encore beaucoup de sa confiance, ce qui m'a immédiatement frappée, voilà, quand j'ai lu, c'est que je me suis dit, c'est une correspondance monde, en fait. C'est-à-dire qu'on y voit, sur toute la durée de cette période, on y voit se croiser l'ancien et le nouveau monde. On y voit aussi, bien sûr, le monde des lettres et des arts, et puis ô combien le monde du Quai d'Orsay. Mais aussi, elle permet de traverser le système international. Alors, bien sûr, on est pratiquement toujours en France, mais on est encore dans un système international qui est resté fondamentalement européen, parce que la grève du wilsonisme prend mal. Et puis, par ailleurs, en fait, à travers les lettres envoyées de Chine par Alexis Léger, ce sont les immenses parties du monde colonisé qui apparaissent sous nos yeux. Donc on a vraiment une vraie trajectoire globale de tout ce qu'a été cette période. Alors à partir de là, ces lettres ne sont pas des archives diplomatiques, mais elles en sont des compléments, où en fait, encore de façon plus intéressante, ces lettres et ces archives diplomatiques sont les hors-champs les unes des autres. Et c'est ça qui est absolument passionnant lorsqu'on connaît un petit peu le contexte. Alors, elles couvrent 3 périodes principales. La première, c'est 1916-1921, puisque donc Alexis Léger est en Chine et qu'il a promis de faire des comptes rendus réguliers. Et l'autre période, c'est justement 1927, dont vient de parler l'ambassadeur, parce qu'il y a des congés, parce qu'il y a des maladies, et donc de nouveau des convalescences. Donc les deux hommes s'écrivent
plus que d'habitude. Entre 21 et 27, il n'y a pas grand-chose pour 2 raisons. La première, c'est que dans la première partie de cette période, les 2 hommes sont en froid, donc ne s'écrivent plus. Et puis à partir de 1925, quand ils recommencent à se parler, eh bien ils travaillent ensemble. Et de fait, lorsqu'ils sont le plus en contact les uns avec les autres, eh bien mécaniquement, c'est des moments où nous avons le moins de lettres, puisqu'ils se voient ici dans les locaux du Quai d'Orsay tous les jours et sur de larges horaires. Et puis, la dernière période sur laquelle on a des lettres, c'est 1931-1934, en grande partie. Alors là, les 2 hommes travaillent ensemble, effectivement, mais comme Berthelot est de plus en plus épuisé, il s'efface petit à petit, et donc la correspondance y est beaucoup plus intense. Alors, sur l'univers littéraire et artistique de ces années, je me contenterai de rappeler uniquement que nous avons affaire ici à une spécificité française. Je n'ai pas dit un monopole français, mais bien une spécificité française qui est celle de mêler assez étroitement les carrières de diplomates et les carrières des hommes de lettres. Alors avec des statuts différents, puisque effectivement, Alexis Léger est écrivain et même poète, ce que n'est pas Philippe Berthelot, mais pour ce dernier, et là aussi c'est frappant, c'est véritablement une figure reconnue du monde des lettres. C'est un esprit extrêmement brillant et par ailleurs, j'imagine qu'on ne fréquente pas impunément de belles plumes sans que ça retombe un petit peu sur vous et sans que ça ne vous imprègne d'une certaine manière. Mais donc, on a cet esprit de Berthelot qu'on lit d'ailleurs dans ses lettres, que l'on retrouve aussi dans les annotations des archives diplomatiques pour ceux qui ont eu la chance de tomber sur des papiers annotés par Philippe Berthelot. Alors, il est vrai qu'il faut quand même bien le dire, c'est que l'humour de Philippe Berthelot n'est pas woke du tout. Ça, il faut quand même le préciser. Il y a d'ailleurs cet extrait dans notre ouvrage lorsqu'il se plaint il s'offusque même en fait de la Légion d'honneur qu'a eu la poétesse Anna de Noailles au prétexte que, je cite, la poitrine des femmes n'est pas faite pour les honneurs. Bon, c'était une certaine époque, on va dire. Mais alors, en tout cas, bon, plus sérieusement quand même, ce n'est pas un homme de lettres au sens de praticien, mais c'est quand même une figure extrêmement reconnue des lettres. Je veux dire, c'est pas Monsieur Verdurin, quoi. C'est vraiment une figure importante. Et d'ailleurs, à un moment donné, c'est Cocteau qui lui écrit « Vous êtes des nôtres ». Donc, il est parfaitement adoubé. D'une certaine manière, Philippe Berthelot, c'est le pivot autour duquel tourne tout un microcosme assez chamarré, parce que oui, il y a Colette, oui, il y a Cocteau, oui, il y a Paul Claudel, mais il y a aussi, on en a dit quelques mots, Giraudoux, et puis même Paul Morand, quoi. Donc tout ça n'est pas tout à fait de la même eau, vous en conviendrez. Mais c'est d'ailleurs parce que Philippe Berthelot fait autorité dans le monde des lettres et des arts que le jeune Alexis Léger va l'approcher par cercle concentrique, puisque je le rappelle, il fait d'abord la connaissance de Francis Jammes, qui lui fait rencontrer Claudel, et c'est Claudel qui l'introduit auprès de Philippe Berthelot. Alors pour le point le plus important de ce que je voulais dire et auquel j'arrive tout de suite, puisque l'heure tourne, c'est que ce qui m'a véritablement marqué aussi, c'est que les déséquilibres et rééquilibrages, le terme n'est pas très joli, mais vous me le passerez, dans les relations entre Alexis Léger et Philippe Berthelot, épousent les déséquilibres et rééquilibrages du système international de cette époque. Et ça, c'est tout à fait marquant. Cette relation-là que l'on voit se dérouler de lettre en lettre entre les 2 hommes nous fait passer alors d'un monde à un autre. Puis je parlais de l'ancien au nouveau monde, parce que ça nous fait passer de la guerre totale au monde de la sécurité collective, voire pour les ultimes lettres dont je ne parle pas tellement ici, à partir de 1934, après la mort de Berthelot, au dernier feu de la sécurité collective. Parce que si l'ancien monde a laissé place au nouveau monde au milieu des années 20, malheureusement, il revient et en force dans la seconde moitié des années 30. Enfin bon, je passe. Donc, ce qui m'a vraiment interpellée, d'une certaine manière, c'est l'espèce de crise des ciseaux, enfin c'est la relation en ciseaux entre Philippe Berthelot et Alexis Léger, avec cette idée que les rapports de pouvoir vont petit à petit s'inverser. Et le moment où les courbes d'ascendant entre les 2 hommes se croisent, c'est le moment où on entre dans l'ère du brillantisme, en fait. C'est-à-dire que c'est
le moment où ça y est, ça en est fin. En tout cas, les opinions publiques et les chancelleries et les gouvernements sont las des conflits. Il y a eu la sortie de guerre qui a bien traîné jusqu'en 1921-1922. Derrière, vous avez l'antagonisme franco-allemand qui continue à dominer les relations internationales jusqu'à ce point d'acmé que constitue ce qu'on va appeler pudiquement l'occupation de la Ruhr en 1923. Bon, et à partir de 1924, voilà, le continent européen invente la paix, quelque chose d'assez inédit en ce qui le concerne. Et c'est ce moment-là où les relations vont s'équilibrer entre ces deux hommes. Parce que vous l'aurez compris à présent, nos échanges là commencent en 1916, alors que Alexis Léger est le protégé de Philippe Berthelot. C'est celui-ci qui l'a déjà, donc, comme l'a rappelé l'ambassadeur, l'a fait rentrer au bureau de presse du Quai d'Orsay. Et c'est vrai que ça, c'est un élément que je trouve vraiment intéressant au sujet de Berthelot. Bah, c'est quelqu'un qui a fait du journalisme. Alors, bon, un peu à la petite semaine, mais non, bon, il a été chroniqueur, chroniqueur mondain. Mais il n'empêche que c'est quelqu'un qui a tout de suite compris qu'il fallait s'adresser à l'opinion publique, l'importance de l'opinion publique en temps de guerre, et donc l'importance de la propagande. Et c'est très intelligent lorsqu'on parle de la Grande Guerre, parce que dans le fond, ce sont les sociétés qui se battent, c'est la société qui se bat, donc c'est à la société qu'il faut s'exprimer, et auprès d'elle qu'il faut s'exprimer. Et ça, Berthelot l'a tout de suite compris. Donc, et lorsque Berthelot fait obtenir à Léger un poste à Shanghai qui se transforme en poste à Pékin, bon, peu importe ici, il lui offre plus qu'un poste à l'étranger. Il lui offre d'abord un poste qui est un accélérateur de carrière. Je crois, Henriette, que c'est le terme que tu as utilisé dans ta biographie sur Saint John Perse, qu'on y retrouve, en tout cas tu n'es pas la première, et bien voilà, c'est un accélérateur de carrière, comme l'a montré le cursus honorum de Pierre de Margerie, de Paul Claudel, qui en ont bénéficié aussi. Et par ailleurs, c'est un poste qui fait rentrer Léger dans le réseau sinophile du Quai d'Orsay, c'est-à-dire ce club chinois, entre guillemets, hein, bien sûr, club chinois, qui réunit tous ceux qui sont allés en poste en Chine et qui s'avère être l'un des clubs les plus étoffés du Quai d'Orsay à cette époque, où on développe en fait des camaraderies professionnelles. Et donc, c'est d'une certaine manière une nomination qui permet de lisser le dossier de Léger, qui sinon est un dossier, il faut quand même bien le dire, hérissé de plein de bizarreries. Et ce poste-là le fait davantage rentrer dans le moule. Ce que j'appelle bizarrerie, c'est le fait qu'il ne vient pas d'une famille de diplomates, hein, il n'a pas de généalogie professionnelle au Quai d'Orsay derrière lui. Par ailleurs, la fortune familiale a nettement fondu, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis en plus, il a préparé le concours du Quai d'Orsay à HEC au lieu de Sciences Po, comme on le faisait normalement. Donc voilà pour les bizarreries. Et sans doute que Philippe Berthelot y est particulièrement sensible, parce que lui aussi, alors je recherchais la formule, selon la formule de Robert de Billy, que je ne vous présente pas, Philippe Berthelot a eu une carrière commencée de travers, dit Robert de Billy. Donc c'est quand même quelque chose qui réunit les deux hommes. Alors effectivement, Berthelot a raté alors dans les grandes largeurs le concours du Quai d'Orsay. Il finit par rentrer au Quai d'Orsay grâce à son père, par la petite, enfin c'est même plus par la petite porte, hein, c'est par la chatière là pour le coup, hein, qu'il est rentré au Quai d'Orsay. Donc il a sans doute été sensible à cela. Alors, accélérateur de carrière, effectivement, puisque Alexis Léger est envoyé, alors qu'il est 3e secrétaire, pour occuper un poste de 2e secrétaire qui va en fait faire office de poste de 1er secrétaire du fait des problèmes de personnel que connaît déjà le ministère français des Affaires étrangères à cette époque. Donc, au départ, Léger, on l'a dit, souhaitait suivre la voie consulaire parce que, d'après lui, c'était l'équilibre parfait, à savoir un poste qui offrait la sécurité de l'emploi et qui donc le permet de se détacher des questions matérielles, et en même temps un poste qui lui laisserait du temps pour écrire, puisque son objectif, c'est bien entendu en fait la littérature à ce moment-là. Mais son ambition personnelle se réveille en Chine, et c'est pour cela qu'on le voit, vous le verrez dans le livre, hein, il demande à Philippe Berthelot, alors qu'il est en Chine, de le verser dans la voie diplomatique, qui est bien entendu beaucoup plus prestigieuse et qui lui permet de grimper bien plus haut dans la hiérarchie. Et là, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais Philippe Berthelot a eu lui aussi une ambition à retardement. Il est rentré
Quai d'Orsay un peu comme ça, et puis finalement, on voit où est-ce que ça l'a mené. Alors justement, lui, Berthelot, de son côté, fin 1916, il est déjà suffisamment haut dans la hiérarchie du ministère pour commencer à travailler à préparer l'après-guerre. Alors préparer l'après-guerre fin 1916, ça veut dire commencer à clarifier les buts de guerre français. Ça, ce sera l'objet du comité Charles Benoît, je ne m'étends pas. Mais par ailleurs, Berthelot travaille aussi à l'édification de la stratégie française d'après-guerre. Et à partir de fin 1917, c'est son idée, il n'est pas le seul, mais c'est lui qui la développe, d'une barrière de l'Est, c'est-à-dire d'un réseau d'alliance de la France à l'Est de l'Allemagne qui forcera l'Allemagne pour la prochaine guerre à se battre sur 2 fronts en même temps, à l'ouest contre la France et à l'est contre ses alliés. Et puis des pays d'Europe centre-orientale qui seraient aussi amenés à ce qu'on appelait à l'époque la barrière contre le communisme, le barrage contre la peste rouge, terme qui va devenir en 1918 celui de cordon sanitaire, puisque 1918, c'est pas seulement la fin de la Grande Guerre, c'est aussi, on l'oublie moins à présent, curieusement, mais c'est aussi la pandémie de grippe espagnole. Et donc, en fait, on voit bien comment le vocabulaire de cette époque s'imprègne de termes qui parlent de pandémie, de sécurité sanitaire, etc. Et donc, voilà nos alliances devenues cordon sanitaire contre la peste communiste. Donc, c'est une période où Berthelot se forge la conviction qu'il faut maintenir une politique de puissance, c'est-à-dire une politique d'équilibre des forces, de balance of power, comme on disait déjà au XIXe siècle et même bien avant. Et que pour lui, ça reste fondamentalement nécessaire pour assurer à la fois les sécurités stratégiques, mais aussi la sécurité économique de la France. Et ça, c'est quelque chose qui va le distinguer de Léger par la suite. Et justement, Léger, lui, qui est en Chine jusqu'en 1921, est en fait, dans tous les sens du terme, très loin de toutes ces considérations d'équilibre des puissances, etc. Même si la Chine aussi, on l'a rappelé, eh bien, entre dans le monde moderne. C'est-à-dire que de toute façon, la Grande Guerre a été l'événement matriciel du XXe siècle. Qu'on le veuille ou non, pour le meilleur ou pour le pire, toute notre modernité est sortie de la Grande Guerre. Et c'est le cas également en Chine, je ne m'étends pas puisque l'ambassadeur l'a rappelé. Alors moi, cette fameuse lettre où Léger parle du léninisme, alors d'ailleurs, soit dit en passant, le problème que pose la notion de léninisme en 1917 ne tient pas tant au fait de la popularité ou du fait qu'on connaisse ou pas Lénine, c'est que c'est un terme qui est forgé par Staline, en fait. Donc c'est là où ça devient quand même très tôt, le printemps 1917, quand même, pour en parler. Et donc moi, je dis très pudiquement que la lettre a été reconstruite. Bon, ça a fait beaucoup rire, professeur Soutou. Alors c'est vrai que c'est du travaux de grosses œuvres, quoi. C'est pas de la décoration d'intérieur, je vous l'accorde. Bien. Alors 1921, je me dépêche de terminer. C'est le retour d'Alexis Léger à Paris. Et c'est sa participation à la conférence de Washington sur le désarmement naval, conférence de 1921, parce que justement Berthelot le pousse à entrer dans la délégation qu'emmène Aristide Briand aux États-Unis. Et Léger y est en tant qu'expert des questions d'Asie-Pacifique, comme on comprend. Et là, on voit bien comment, ce que j'essayais de dire à l'instant, comment les moments clés de la relation entre les deux hommes sont fondamentalement des moments clés du système international, même si ça n'apparaît pas tout de suite. Et en l'occurrence, ce voyage aux États-Unis est absolument fondamental dans la pensée d'Aristide Briand. Il faut imaginer cet homme qui arrive en 1921 aux États-Unis, qui découvre les gratte-ciel, qui voit étaler sous ses yeux la puissance en germe déjà bien grimpée, la puissance des États-Unis, et se dit on a un problème là. Il ne se dit pas Houston, we've got a problem, mais il se dit quand même, là, l'Europe a un problème. Comment est-ce qu'on va faire face à ça? Comment on va faire face à ce qui s'apprête à déferler? Et on a là, de façon très lointaine, mais pas si lointaine que ça peut-être, les origines de son plan d'Union européenne tel qu'il présentera en 1929. Ça vient directement du choc qu'il a en arrivant aux États-Unis en 1921. Et pour nos deux hommes, pour Alexis Léger et Philippe Berthelot, aussi ce moment de 1921 est celui où sont posées des bases qui en fait ne vont se dégager que quelques années plus tard. Parce que Alexis Léger rentre dans le premier cercle des collaborateurs d'Aristide Briand, et là se noue quelque chose qui fait qu'à partir de 1924,
dans cette ère du briandisme, comme je le disais, ça y est, les courbes se sont rééquilibrées et les relations entre Alexis Léger et Philippe Berthelot sont arrivées à un point d'équilibre, de la même manière que le système international est en train de s'apaiser et de s'équilibrer. On entre de plein pied dans la sécurité collective. Alors certes, le terme a été en fait véritablement forgé de manière postérieure, mais enfin, il va tout à fait pour décrire ce qui se passe à l'heure actuelle, à partir de 24, c'est-à-dire l'idée de négocier avec l'ennemi potentiel, avec l'adversaire potentiel, pour l'enserrer dans un réseau d'obligations qui vont limiter sa marge de manœuvre et donc limiter l'éventuelle menace qu'il pourrait représenter. Et c'est là que se forme ce que j'ai appelé la Troïka, Aristide Briand en tête bien sûr, et puis à ses côtés Philippe Berthelot et Alexis Léger. Et ces deux-là sont à ce moment-là dans une relation d'équilibre, une relation équitable. Alors peut-être pas dans les titres, mais en fait dans les faits, oui. Philippe Berthelot est secrétaire général du Quai d'Orsay et Alexis Léger est directeur du cabinet de Briand, mais il est aussi en plus sous-directeur d'Asie, puis directeur adjoint des affaires politiques et commerciales. Donc voilà pour les rapports entre ces deux hommes. Alors en fait, ces trois hommes vont mettre en œuvre cette politique de sécurité collective, cette politique de conciliation avec l'Allemagne, qui avait été inaugurée par les États-Unis, mais qui aboutira donc, dont nous fêtons le centenaire là, à ce fameux pacte de Locarno de 1925, qui, j'aime quand même à le souligner régulièrement, est une révolution diplomatique. C'est-à-dire que pour la première fois, on envisage enfin les relations, et notamment et surtout avec l'Allemagne, non pas en termes, je dirais, de rapport de force, mais en termes d'égalité et de garantie réciproque. Et dans cette troïka, Léger, c'est vraiment l'homme qui est là pour appliquer la sécurité collective et la stratégie établie notamment par Briand de cette nouvelle diplomatie. Berthelot, lui, navigue entre deux eaux. Il n'a jamais dit adieu à cette politique d'alliance que j'expliquais à l'instant. Alors bien sûr, il suit Briand dans cette stratégie conciliatrice, mais il n'a pas totalement tourné le dos aux combinaisons plus classiques. Toujours cette fameuse barrière de l'Est au dos de l'Allemagne pour la prendre à revers, grâce à une alliance, alors avec la Pologne, mais aussi avec la Tchécoslovaquie. Berthelot a connu Štefanik pendant la Première Guerre mondiale. Milan Štefanik, c'est le Slovaque. Milan Štefanik est l'un des trois hommes qui ont fondé la République tchécoslovaque en 1918. Et d'ailleurs, Berthelot est à Prague en 1927 pour prononcer un discours en hommage à cette République tchécoslovaque et au président Masaryk, un autre de ses fondateurs. Et par ailleurs, Berthelot n'est pas non plus opposé à ce que cette alliance de revers soit l'Union soviétique. Donc vous voyez, d'une certaine manière, il pense davantage en termes d'équilibre mécanique, d'équilibre des puissances entre elles, plutôt qu'en termes d'équilibre organique, c'est-à-dire en termes de partage des valeurs. Je reprends ici des éléments d'analyse qui sont chers au professeur Soutou, présent ici parmi nous. Alors que Alexis Léger, lui, c'est un animal beaucoup moins politique dans ces années-ci, et donc il préfère pratiquer la sécurité collective et la diplomatie multilatérale. Et c'est donc ainsi que dans le droit sillage de Briand, en fait, il connaît une ascension absolument irrésistible, en fait, notamment durant cette année 1927. Il est artisan aux côtés de Briand du pacte de renonciation à la guerre, dit pacte Briand-Kellogg, donc signé à quelques mètres d'ici en 1928, alors même que Berthelot, lui, n'a pas du tout travaillé à ce pacte. Lui a préféré essayer d'approcher la Grande-Bretagne en vue d'un pacte naval. Et donc, ça y est, les courbes se sont inversées. On est en 1927-1928 et Léger est devenu le collaborateur principal de Briand, ce qui fait un petit peu souffrir Berthelot, c'est vrai. Léger est directeur politique en 1932, mais en même temps, j'ai envie de dire, parce qu'il l'incarne, Léger, même s'il applique le briandisme absolu, il est aussi le continuateur de Philippe Berthelot, qui lui est épuisé, donc se met de plus en plus en retrait. Et donc,
donc, en fait, voilà, Léger, c'est le brillantiste absolu, mais c'est aussi l'héritier de Berthelot. Il est même parfois dans le mimétisme. Et d'une certaine manière, et c'est la question que je pose, et je terminerai là-dessus dans l'introduction, sans doute que Léger, à l'époque, si on ne veut pas faire de déterminisme, est paru un peu comme la doublure de Berthelot pendant un petit bout de temps. Parce que quand il prend le siège de secrétaire général en 1934, il est encore beaucoup sous l'ombre du grand homme. Donc voilà, vous voyez comment, en fait, sur fond de sécurité collective triomphante, enfin provisoirement, hélas, mais vous voyez comment la chronologie intime des relations entre Alexis Léger et Philippe Berthelot a suivi la chronique des relations internationales. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup à nos trois intervenants d'avoir, à travers cette correspondance, montré la complexité et l'intimité des relations entre Philippe Berthelot et Alexis Léger et par-delà leur rôle dans la politique de la France entre les deux guerres. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'ouvrir un débat et je propose à Madame la secrétaire générale de venir à ma place. Non, voilà. Je vous cède la parole après. Voilà. Voilà. Si je peux Donc, la parole est à la salle. Je vais peut-être faire une petite annonce et en même temps que des remerciements aux éditeurs de chez Champion qui ont été fantastiques. Ce joli petit recueil donc de lettres a comme photo, vous l'avez vu, Locarno. C'est Locarno, donc 1925. Bonne transition avec Isabelle, ce que vous avez montré. Et ce qui est bien, c'est que c'est un montage admirablement bien fait par la personne qui l'a fait, dont je ne connais pas le nom, mais c'est admirablement bien fait, parce que c'est une photo qui représentait 4 personnes, Briand devant, Henri Fromageau, juriste, oui, Henri Fromageau, pardon, juriste derrière, et des deux côtés, Léger et Berthelot. Et ce qui est formidable, c'est qu'ils ont le même sourire, enfin, pas le même, enfin, ils sourient tous les deux. Locarno est un moment joyeux, tout le monde le dit. Et vous remarquerez qu'ils mettent tous les deux la main gauche dans la poche et tous les deux le pied gauche en avant. Je trouve qu'il y a une similitude qui est absolument charmante. Voilà. Alors, ce petit volume est en vente à l'extérieur, dans la grande pièce où il y a le buffet. Vous pouvez aller de l'un à l'autre. Nous pourrons ainsi prolonger le plaisir que vous nous avez donné dans votre présentation. Peut-être je commencerai par une première question. Est-ce qu'à travers cette correspondance, on voit à travers ce que écrit Berthelot et Alexis Léger, la conception qu'ils se font de leur rôle de secrétaire général et de leur rôle de diplomate? C'est à vous que ça s'adresse, monsieur. Bon, pour prolonger, nous aurions des nuances peut-être avec Isabelle sur certains points, mais je crois vous parler de Troïka. J'essaie de dire dans ces quelques pages que, avec toutes leurs différences, et Dieu sait si ces deux hommes parfaits chacun dans leur rôle, sont différents de ce syndicaliste venu de Nantes qui a déjà un parcours politique absolument extraordinaire, mais qui, à ce moment-là, porte quelque chose qu'il dépasse et dans lequel il s'engage. Et moi, je crois que ce qui est très frappant, quelles que soient les nuances, c'est qu'ils sont tous les trois indispensables pour les deux autres. Briand, sans Berthelot, il lui manquerait quelque chose de la rigueur et du travail immense. Berthelot s'est épuisé au travail, il était là avant tout le monde et terminé après tout le monde, quitte à aller passer la nuit ensuite de Montparnasse à Montmartre, que sais-je, ou dans les salons. Et donc une rigueur, une connaissance de toutes les dimensions, une mémoire impressionnante. Mais Léger
a à la fois je dirais une sorte de plasticité, de tempérament, une originalité, une approche différente, et aussi un côté lyrique qui touche l'homme de l'Atlantique, qui est aussi brillant depuis Saint-Nazaire. Et donc, il y a une sorte de complémentarité. Chacun s'appuie sur l'autre à un moment dans le cours des affaires, aussi bien plus direct à l'égard de ce que veut le président, comme ils disent, de ce qu'il va faire. Et il y a des lettres passionnantes sur la tentative de l'élection qui est le ratage. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant que l'élection à président de la République, le président de la République a été le ratage dramatique et brillant meurt quelques semaines après. C'est dire que c'est un moment lourd dans lequel les deux hommes, Berthelot et Léger, se parlent. Donc, c'est un secrétaire général en équipe. Et je crois que la grande différence et le drame qui arrive, c'est que Léger va se retrouver seul, absolument seul. Et en même temps porteur d'un héritage dont il ne peut pas se dégager, mais il était prêt, à mon avis, à faire un tournant avec Barthou en 1934. Léger ne pouvait pas marcher seul, tenir seul une république qui commençait vraiment à tanguer dans son système politique. Et bon, 1934 est quelque chose de terrible. Le 6 février, bon, c'est le drame de l'autre côté de la Seine, sur la place de la Concorde, un gouvernement d'urgence. Barthou est nommé et tout le monde pense que Barthou va dégager Léger. Bon, c'est l'homme de Briand. Barthou n'est pas apparemment dans la ligne de Briand. Mais on oublie deux choses. C'est que Barthou est originaire de Pau. Et le jeune Alexis Léger a fait toutes ses études à partir de 10 ans au lycée de Pau. Et donc, c'est un Béarnais d'adoption, mais c'est quelque chose qui existe. Deuxièmement, Barthou est un bibliophile à la passion et avait une admirable collection de livres. Et il le sait, et il sait très bien qu'il est Léger dans toutes ses dimensions. Et donc, ce sont des complicités, alors qu'on attend le départ du nouveau secrétaire général béni et briandiste. Eh bien, les deux hommes réussissent à retrouver une entente qui est celle d'un Locarno de l'Est, c'est-à-dire d'aller construire devant la nécessité, car Berthelot quitte le secrétaire général, pas le secrétaire, au moment où Hitler arrive à la chancellerie, janvier 1933. Et Berthelot dit « Je ne suis plus fait pour le monde qui vient ». Et donc, ce tournant va être celui d'un secrétaire général qui tient une maison et qu'il a largement formé, qui parle un peu comme lui ou qui essaie de parler comme lui, un brillant qu'il connaît par cœur, même si maintenant il est Léger, cette complémentarité disparaît. Et c'est, je crois, le drame avec tout ce que l'on peut dire, des forces et des faiblesses, et des faiblesses du système et de Léger en personne sur telle ou telle crise, c'est qu'il est livré à lui-même. Il n'y a plus de vrai ministre des Affaires étrangères après l'assassinat de Barthou le 9 octobre, lors de l'attentat contre le roi Alexandre de Yougoslavie, mort stupide d'un Barthou touché par une balle d'un tir de police en riposte et mal soigné. Et donc, à partir de ce moment-là, Léger navigue dans un jeu politique qui va étouffer, qui va l'enfermer. Et je cite à la fin cette phrase qu'il a en disant, en 1940, quand il devient le bouc émissaire avec Gamelin, « J'ai l'impression de sortir d'un scaphandre ». Et donc, pour moi, le contexte historique bascule complètement. Mais dans le même temps, il est aussi l'héritier de Berthelot. Je crois qu'on peut caractériser les choses comme ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce sont, enfin, vous avez parfaitement raison, mais ce sont deux secrétaires vraiment de proximité. C'est-à-dire que c'est pas, Briand n'écrivait rien. Voilà, c'est ça aussi, c'est qu'ils se sont formés auprès de Briand, et Briand n'écrivait rien. Donc tout retombait en fait sur le dos de son secrétaire général du moment. Et donc il y a une très intense
je dirais, complicité professionnelle du ministre avec son secrétaire général, mais qui est même d'ailleurs fini par être malsaine politiquement, parce que si Berthelot tombe dans ce scandale de la banque, voilà, de la Banque de Chine, c'est aussi parce qu'il avait pris l'habitude de signer à la place de Briand. Voilà, donc il y a vraiment cette complicité qui va un petit peu trop loin. Merci beaucoup. Des questions? Merci beaucoup, madame. Écoutez, qu'ajouter après cette description et après la lecture du volume que j'ai déjà lu, que je vous recommande de lire absolument. C'est tout à fait fascinant. Je me permettrai juste deux remarques. La première, il a été question vers 72-73, à la demande de la veuve d'Alexis Léger. Je n'avais pas encore fini ma thèse, je tiens à dire ça. J'étais un jeune élève de Jean-Baptiste Durosel, que je rédige une biographie de Léger. Je dis bien Léger, pas du tout le poète. J'étais même allé voir la propriété des Légers là, sur la mer, c'était absolument superbe, mais j'avais constaté qu'il n'y avait pas de papier suffisamment accessible, rassemblé dans cette maison pour que je puisse prétendre écrire une biographie. Bon, mais passons, c'est secondaire. Seulement, vous allez comprendre pourquoi je vous l'ai dit. J'ai été convoqué peu après, et le mot convoqué n'est pas trop fort. D'abord par mon patron de thèse, Jean-Baptiste Durosel, qui m'a dit non, ça n'a aucun intérêt, vous ne ferez pas une biographie de Léger, il n'y a d'ailleurs rien à dire, elle n'a rien écrit, ce qui est tout à fait excessif, d'ailleurs, enfin, c'est mon maître de thèse à l'époque respectait ça. J'ai été convoqué également, madame la secrétaire générale, ça va vous amuser, par René Massigli, qui suivait tout ça très très près. On lui lisait tout, il ne pouvait plus lire, mais il m'a convoqué chez lui, il a aussi mon convoqué n'est pas trop fort, pour me lire la fameuse formule du léninisme. Et ensuite, pour m'expliquer pendant 2 heures ce qu'il pensait d'Alexis Léger. Mais cela s'explique, et je crois que c'est une dimension importante, pour comprendre certains des doutes ou des divergences ou des problèmes d'interprétation. C'est une vue rétroactive de la Deuxième Guerre mondiale et de la position de Léger face à De Gaulle, ou par rapport à De Gaulle, disons, pendant la Deuxième Guerre mondiale, sur les années antérieures. Qui, à mon avis, ces débats ou ces divergences du temps de la guerre ont corrompu la vision que l'on pouvait avoir du rôle de Léger pendant la guerre. C'est un point sur lequel je me permets d'insister, parce que c'était ça, en fait, qui émouvait René Massigli et Jean-Baptiste Durosel, très gaulliste, lui aussi. Alors, je me permettais juste complément, il faut décaper tout ça pour revenir, comme vous l'avez fait, à la personnalité et à la politique de ces deux personnages. Merci de votre témoignage. Alors du coup, je ne sais plus ce que je voulais dire. Ah oui, si, ça y est. Pardon. Mais enfin, j'en dis juste quelques mots dans l'introduction, mais il me semble que les mensonges d'Alexis Léger sont extrêmement parlants en fait. C'est-à-dire que ces mensonges en fait dressent un autoportrait. C'est-à-dire que si on les prend les uns après les autres, on voit l'autoportrait qu'Alexis Léger fait de lui-même. Donc il y a des choses à retirer des torsions qu'il fait subir à la réalité. Il y en a une, entre autres, alors c'est pas pendant la guerre, mais c'est très peu de temps avant la guerre, un élément important pour Alexis Léger qui était de se faire effacer de la conférence de Munich, puisqu'il était présent à Munich avec Daladier pour faire signer les accords. Et il a réussi, mais avec un grand succès jusqu'à ce que Internet vienne saper tous ses beaux efforts, à faire penser qu'il n'avait pas été à la conférence de Munich, ce qu'on pouvait lire jusqu'au début du XXIe siècle dans des livres très sérieux. Là n'était pas la question, mais il avait été tellement fort dans cette réécriture. Et ce que je trouve, pour terminer là-dessus, absolument passionnant, c'est que justement grâce à Internet, vous pourrez aller jeter un coup d'œil, si le cœur vous en dit, sur une des photographies les plus célèbres des accords de Munich, qui est la photo de groupe
où tout le monde pose après la signature des accords, et qui est une photo absolument fabuleuse parce que chacun est saisi dans un moment de vérité. Voilà, par exemple, on voit que Hitler fait une tête de 6 pieds de long parce il est furieux. Il est furieux en permanence, mais là, il est encore plus furieux que d'habitude parce qu'il ne voulait pas signer les accords de Munich. Un territoire, ça se conquiert le glaive à la main, pas en allant signer un accord comme une vulgaire démocratie. Donc il est furieux d'avoir obtenu les Sudètes en signant un bout de papier. Donc il est comme ça renfrogné. À côté, il y a Mussolini qui a l'air de se tortiller parce qu'il sait qu'il va se faire disputer très fort par Adolf Hitler, parce que c'est lui qui a proposé la conférence de Munich. Donc il s'attend déjà à prendre une soufflante phénoménale. Enfin voilà, je vous les fais pas tous. Daladier, malheureux, on a l'impression qu'il essaye de disparaître dans ses chaussures. Enfin, c'est terrible. Et derrière, Alexis Léger. Il faut vraiment regarder. Ce qui est fou, c'est comment cet homme a réussi à physiquement disparaître d'une photo sur laquelle il est en train de poser. C'est-à-dire qu'il faut vraiment se concentrer pour regarder la photo et voir Alexis Léger dans le fond. Et même là, quand on le regarde, on a l'impression qu'il a été rajouté par je sais pas, un employé de Staline, je ne sais pas quoi. Et donc voilà, alors regardez ça parce que je trouve que c'est vraiment très très parlant de l'art avec lequel il a réussi à réécrire sa vie. Et encore une fois, Le mensonge d'Alexis Léger est un autoportrait. Là, nous avons une divergence. Là, nous avons une divergence. Non, non, Isabelle, je ne peux pas souscrire à ça. La photo existait à l'époque, elle a été amplement diffusée. Et si vous voulez terminer la série, le seul qui est content, c'est Chamberlain. Chamberlain est ravi. Lui, il a une mine ravie. Ou en tout cas, il a le sentiment qu'il a fait ce qu'il devait faire. Pas ravi, mais satisfait. Oui, mais fortement satisfait. Et il rapporte ça comme une grande nouvelle. Et on sait le désarroi, au contraire, de Daladier quand il arrive au Bourget. Et puisque quand l'avion est en train de tourner au-dessus du Bourget, rentrant de Munich, et que l'on voit les foules, les voitures avec les phares allumés, dans un premier temps, le pilote dit « Les foules furieuses vous attendent à l'aéroport et on va aller plutôt atterrir à Orly ». Et il a dit non, on atterrit. Et c'est là où il aurait dit, en ouvrant la porte et en voyant cette foule enthousiaste, ils sont fous. Alors Sartre donne la version les cons. Mais bon, chacun son interprétation. Mais c'est tout le vol de retour est un vol de l'équipe française accablée. Mais vraiment, là, je diverge parce que Léger expliquera longuement dès la suite de 1938 qu'il a dû obtenir des instructions de Bonnet qui ne voulait pas lui en donner. Et Georges Bonnet est en pleine rivalité avec Daladier à ce moment-là. C'est vraiment les deux fractions du Parti radical en pleine confrontation. Et Bonnet pèse très lourd. Il est ministre des Finances. Il a été ministre des Finances. Il est ministre des Affaires étrangères. Il envoie son secrétaire général pour accompagner Daladier. Et donc, avec le sentiment que, en fait, son secrétaire général travaille plus avec Daladier, eh bien, qu'ils y aillent. Moi, je ne veux pas être dans cette affaire. Alors qu'en réalité, il est contre l'entrée en guerre. Mais donc, là, je crois quand même que Léger a essayé d'argumenter et d'expliquer. Et on sait en outre qu'à Munich, à un moment, il se fait invectiver par Hitler parce qu'il a pris le relais de l'intervention de Daladier en se faisant traiter de martiniquais ou de nègre qui n'a aucune place dans une conférence internationale comme celle-là parce qu'il a l'accent créole. Donc là, j'ai une divergence. Non, je crois qu'on se complète, mais c'est pas grave. Oui, je vois que la personnalité d'Alexis Léger est encore source de controverse. Voilà, oui. D'autres questions ? Oui. L'héritier Berthelot, le petit-neveu de Berthelot était effectivement l'héritier qui possédait tout cet ensemble. Et c'est un Berthelot, mais je pense qu'il n'y a pas de Berthelot dans la salle, qui a confié ses papiers, effectivement, enfin, qui a vendu ses papiers. Voilà. Pour notre bonheur, à nous. Voilà.
Merci beaucoup et bonjour. Non, je ne veux pas m'asseoir. Non. Bonsoir à tous et merci d'être là ce soir pour cette belle soirée consacrée à deux éminentes personnalités qui ont fait l'histoire du Quai d'Orsay. Je n'ai pas encore lu le livre, donc je ne prétendrai pas l'avoir lu, et je dirais même que je ne sais rien, mais je sais un peu plus que rien, parce que j'ai trouvé votre exposé, Madame, vraiment remarquablement intéressant. Je n'ai pas entendu tout ce que vous avez dit parce que je suis arrivée de Nantes, effectivement, un petit peu plus tard. J'ai écouté ce que vous avez dit, Pierre, avec intérêt aussi, parce que j'ai essayé de chercher ce matin dans le train de Nantes à 7 heures, et donc sur le téléphone et sur Wikipédia, essayer de démêler comment s'était passée cette relation entre Berthelot, Léger et Claudel, lequel a rencontré lequel le premier, et lequel finalement de Claudel ou Berthelot a pu le plus influencer la décision de Léger d'aller en Chine. Est-ce qu'il a été envoyé là-bas en poste? Est-ce qu'il est allé par désespoir? Peut-être les deux, d'ailleurs, l'un n'empêche pas l'autre. Mais effectivement, comme vous l'avez dit, il y avait une relation de toute façon intime entre Claudel et Berthelot, parce que si j'ai bien lu, Claudel était le témoin de mariage de Berthelot. J'ai lu aussi que Berthelot, en réalité, effectivement, avait fait vous avez eu une expression que je ne vais pas retrouver, mais sur l'arrivée un petit peu de côté au ministère de Berthelot, parce que je crois qu'il a raté le concours parce qu'il avait un rendez-vous galant, c'est ça, son père l'avait inscrit au concours et lui est allé faire autre chose. Mais voilà, ça ne l'a pas empêché d'entrer, donc c'est quand même une chose intéressante. Et ensuite, je crois quand même que Berthelot était célèbre pour cette formule selon laquelle il n'y avait pas vraiment de formation humaine complète, humaine et intellectuelle complète sans un séjour en Extrême-Orient. Donc ça, sans doute, a certainement été important pour Léger, et peut-être a-t-il, le voyant désespéré pour des raisons tout à fait personnelles, choisi de l'inviter à aller compléter sa formation en Extrême-Orient. Donc, en tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est merci beaucoup de relancer ce débat dont on voit qu'il n'est pas terminé sur qui étaient ces personnalités, en particulier celle de Léger, parce qu'évidemment, on est obligé ensuite de s'interroger sur ce qu'on ferait soi-même dans de telles circonstances et dans des périodes aussi troublées, celle de la guerre, juste avant la guerre et ensuite pendant la guerre. Ce sont des moments évidemment particulièrement compliqués, mais donc ça donne envie de lire. Moi, je m'interroge aussi sur la cohabitation ou coexistence dans cette personnalité du poète et du diplomate, parce que ce sont quand même deux dimensions qui peut-être se complètent, mais enfin qu'il faut pouvoir mener de front. Et vous l'avez dit tout à l'heure, c'était un diplomate qui avait d'éminentes fonctions et qui passait beaucoup de temps à travailler. Donc on se demande à quel moment il pouvait aussi consacrer autant de temps à la création poétique. Et j'ai peut-être terminé avec une citation qui me paraît tout à fait intéressante pour nous aujourd'hui, puisque je crois qu'il dit que le poète, c'est celui qui rompt l'accoutumance. Et donc, il invite à l'esprit d'initiative et d'innovation, comme on dirait aujourd'hui. Et je trouve que ça nous va très bien, puisqu'on nous demande, à nous, diplomates, dans ce monde à nouveau très, très bousculé, qui peut-être sommes-nous au seuil d'une nouvelle ère. En tout cas, les relations internationales prennent un tour tout à fait
tout à fait nouveau et au-delà de la brutalisation que l'on constate, il y a des choses qui sont en train de se passer et qui vont certainement nous entraîner très, très loin et qui nous obligent, nous, et qui obligent la modeste secrétaire générale que je suis, avec un passé bien moins glorieux que celui de ces deux grandes personnalités, eh bien, à penser l'adaptation, la non-accoutumance, l'adaptation à ce monde nouveau et la recherche de l'agilité pour essayer de faire en sorte que la diplomatie soit encore à la hauteur et nous aide non seulement à penser, à comprendre, mais à anticiper aussi les évolutions qui se passent. Voilà, donc merci. J'avais reçu la couverture et je crois que c'est vous qui me l'aviez apporté, Denis. Donc je vois maintenant l'ouvrage et vous avez vraiment donné, je crois, à tous envie de le lire et d'en savoir encore plus sur cette période et sur ces personnalités. Donc bravo, merci infiniment et merci à tous pour votre intérêt pour ces personnalités qui ont fait une partie de l'histoire du Quai d'Orsay. Merci beaucoup. Voilà, merci à tous. Bonne fin d'année et nous nous retrouverons naturellement l'année prochaine pour de nouvelles conférences.